Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une belle semaine et puis je vous souhaite également un bon week-end ce vendredi soir. Écoutez, donc aujourd'hui on va faire le point hebdomadaire comme d'habitude. Je vais vous parler du Bitcoin, je vais faire le point sur les ETF notamment, sur les actualités, certains indicateurs notamment pourquoi pas de performance. En tout cas, voilà, je vais faire le point. Je vais vous parler aussi du RWA comme d'habitude avec VeChain notamment qui est en train vraiment, là aussi j'ai encore des exemples à donner d'utilité industrielle, on entendrait du pâté là avec VeChain. Donc c'est vraiment très intéressant ce qui se passe là en 2 semaines. Vraiment, VeChain, ils ont fait plus qu'un virage à 90 degrés. Là, ils sont repassés sur vraiment l'utilité blockchain industrielle. Énorme, mais ça passe un peu sous les radars parce que, bon, bah, le sentiment actuel du marché, et ça, je vais vous en parler bien sûr, est totalement catastrophique. Mais vraiment, je pense qu'on n'a jamais atteint, même durant FTX, même durant les dernières crises, même le Covid notamment, un tel sentiment de terreur sur le marché crypto, hein. Je le vois en tout cas, et même c'est quantifié, pour vous dire, sur le Fair Grid Index crypto au niveau de la peur, mais je pense que c'est lié surtout à l'incertitude, à la géopolitique également qui est catastrophique, mais également à tout ce qui est la temporalité. C'est-à-dire que c'est vrai que les périodes de correction, de crash, même d'accumulation, on l'a vu en 2024, et de montée sont plus longues qu'auparavant. Donc, quand on est dans la peur, eh ben, le sentiment de peur est décuplé aussi par la longueur, la durée que ça prend. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça également. Alors, je vous en parler plus en détail après, hein, bien évidemment. Mais c'est intéressant quand même ce qui se passe aujourd'hui, quand on voit que ça prend la place vraiment sur l'ensemble. Les bonnes nouvelles passent à la trappe, on s'en fout. C'est vraiment les prix qui comptent. Bon, ça rappelle aussi la dissonance des fondamentaux et des prix, notamment actuellement sur le marché crypto. Je vous parlerai également de tout ce qui est l'actualité générale, hein, crypto avec le RWA. Je ferai le point là-dessus sur les projets donc comme Chainlink, également XRP, Plume aussi. Donc je vous passerai RWA.xyz et puis je parlerai bien sûr de l'actualité économique. Alors là, je ferai le point sur ce qui se passe au niveau de la crise du crédit privé. Alors, c'est pas encore une crise, mais quand même, ça soulève beaucoup de questions, ce qui se passe avec notamment l'entreprise, le gestionnaire d'actifs, un Blue Owl, aux États-Unis, parce que le crédit privé est en train de prendre du plomb dans l'aile, clairement, aux États-Unis, et c'est pas bon, en fait, pour tout le système traditionnel américain tel que l'on connaît. Donc, je vais vous expliquer tout ça, pour les impacts que ça a, notamment en Europe. Et puis, bien sûr, je ferai le point sur l'or et l'argent en fin de vidéo, hein, comme d'habitude, pour faire le point là-dessus. Allez, donc si vous êtes chaud, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour soutenir la chaîne, hein, on se fait plaisir. Et puis, je vous remercie aussi, hein, du fond du cœur pour les commentaires, les likes surtout, et puis les messages privés en DM avec les personnes avec qui je converse aussi, c'est vraiment sympa, tout ça. Allez, donc je continue, c'est parti. N'hésitez pas à prendre un petit, à vous caler tranquillou, sandwich, café, let's go. Donc je commence avec le rapport de Farsight Investor sur les ETF Bitcoin Spot et regardez, donc là on a eu encore une semaine quand même dans le rouge. Donc on voit que effectivement la tendance, hein, au retrait de capitaux s'intensifie. Enfin, c'est pas une intensification, c'est plutôt que ça continue. Donc vous voyez que ça fait toujours impressionnant parce qu'on est toujours dans une phase de prix en plus de correction ou de yo-yo entre les 60 000 et les 70 000 dollars. Bon, donc c'est vraiment là un combat psychologique, je dirais, émotionnel vraiment pour les investisseurs, c'est à dire bon, est-ce qu'on va aller encore vers Cuba? Voilà, c'est une catastrophe. Donc la peur est vraiment en train de dominer le marché. C'est ça que ça veut dire. Et donc on le voit même à un niveau institutionnel, hein, puisqu'on a, vous voyez, toujours des retraits de capitaux sur les ETF et Bitcoin Spot. Et là encore, je vous dirais, est-ce que c'est la fin du monde? Ah ben non. C'est vraiment, encore une fois, c'est l'importance de dézoomer quand on voit effectivement cette courbe. Regardez, c'est-à-dire que là, on a effectivement, depuis le pic de octobre 2025, des capitaux qui ont tendance à sortir là de façon régulière, hein, depuis tout à fait, hein, sur le marché des ETF Bitcoin Spot, mais on est encore très loin, hein, d'être sur une capitulation totale des flux de capitaux sur les ETF Bitcoin Spot, puisqu'on est encore à 53,9, bon, quasiment 54 milliards de dollars de capitaux entrants sur ce marché-là. Bon, donc on est loin pour moi d'être dans un bear market, en tout cas au niveau des ETF Bitcoin. C'est-à-dire une correction sur les ETF Bitcoin, moi je verrais à moins 30, moins 40%. Là, effectivement, on pourra dire, bon, bah, il y a une capitulation des institutionnels, puisqu'on a des chiffres vraiment qui nous disent ça. Bon.
Là, bon, on est passé de, allez, 62 milliards de dollars à 53 milliards. Bon, donc on a entre 12 et 15% en fait de chute, de perte depuis 6 mois. Voilà. Donc, c'est loin d'être aussi impressionnant que, par exemple, la chute des prix du Bitcoin qui ont fait moins 50% depuis les 120 000 dollars. Voilà. Donc pour moi, ça, c'est pas alarmant, enfin, c'est pas une crise majeure à prendre en compte, un indicateur vraiment catastrophique. Au contraire, on me dit peut-être une prise de profit, c'est justement là, bon, plutôt une inquiétude, je dirais quand même, de certains institutionnels. Après, il y a aussi, je vous rappelle, comme c'est les institutionnels, ben, il y a les calendriers, les agendas, les obligations de vente, enfin bref, plein de choses qui viennent en ligne de compte. Mais voilà, donc c'est assez intéressant de voir ça. Et puis surtout, il y a aussi les particuliers dans les ETF. Donc je pense que ce serait pas impossible que dans les ETF, on ait la part, alors ça je n'ai pas les chiffres, mais ce serait intéressant de les avoir, de voir la proportion d'institutionnels contre la proportion des particuliers. Parce qu'il n'y a pas que les institutionnels dans les ETF Bitcoin. Et donc je ne serais pas étonné que sur la proportion de la totalité des institutionnels dans les ETF Bitcoin Spot, eh bien, vous avez une grosse partie des ventes qui sont actuelles aujourd'hui, qui sont causées par la vente des particuliers. Mais bon, j'ai pas les chiffres, donc je peux pas vous le prouver. Mais en tout cas, je ne serais pas étonné aujourd'hui parce que le sentiment de marché particulier pour les particuliers est catastrophique. Clairement, on pourra en parler après, bien évidemment. C'est moins pire, enfin, on va dire, pour Ethereum au niveau quelques jours. Donc, on a le 13 et le 17 février qui ont sauvé les meubles, mais sinon, sur l'ensemble de la semaine, c'est une catastrophe puisqu'effectivement, là, on a perdu des capitaux, on a perdu 2, 3, allez, quasiment 400 millions de dollars en une semaine. Donc c'est pas mal hein, quand même pour le niveau de Ethereum, mais on reste toujours à 11,55 milliards de dollars. Donc là aussi, vous voyez, franchement, c'est encore moins impressionnant que pour Bitcoin au niveau de la chute des capitaux. Voilà, là, on parle plus d'une correction que d'une véritable chute massive et d'un bear market, notamment au niveau des ETF Ethereum. Donc moi, franchement, je suis pas alarmé quand je vois ça du tout. Ça me fait pas bouger une oreille. Après, c'est mon avis, hein, je rappelle, je suis pas conseiller financier ni en investissement. Je donne mon analyse, mon avis. Voilà, après, libre à vous de partager ou non cette analyse. Bon, donc du coup, je continue avec Solana, notamment les ETF, et là, regardez, bon, bah là, c'est positif cette semaine. Vraiment, Solana, c'est un peu l'ovni hein, en ce moment au niveau des ETF, puisqu'ils battent tous les records avec comparé à Bitcoin et Ethereum. Et là, on est à 884 millions de dollars. Donc là, Solana, eux, ils gagnent des points, clairement, chaque semaine, hein, puisqu'on a vu que la semaine dernière, alors, la semaine dernière, ils avaient annulé les gains. On avait eu, je crois que c'était quasiment zéro, de capitaux entrants. Et là, cette semaine, vraiment, c'est reparti à la hausse. Après, je passe à XRP. Alors, XRP, assez mitigé, parce que regardez, on a 1136 millions de dollars injectés sur ce marché-là, mais je vous rappelle qu'il y a 2 semaines ou un mois, nous étions à 1700 millions de dollars injectés sur les ETF XRP. Donc, on voit qu'on a eu là, par contre, pour moi, là, je peux parler, à mon sens, de capitulation dans le sens où effectivement on a moins 40%, moins 35, moins 40% de chute de capitaux dans ces ETF-là. Donc là, oui, ça, c'est impressionnant et ça fait peut-être un retournement de tendance clairement là-dessus. Donc à voir, à vérifier, à surveiller à l'avenir, là, dans les prochaines semaines, les flux entrants sur les ETF XRP. Mais là, oui, là, il faut pas s'inquiéter, mais bon, se poser des questions et surveiller clairement. Donc je continue, allez, je passe cette fois donc à tout ce qui est les actualités crypto en lien avec le Bitcoin. Donc là j'ai cryptost.fr, peur extrême, le crypto fair and grid index, tous de plus bas historiques. Voilà, on y est. Donc dans le sillage d'une importante chute des prix, le crypto fair and grid index évolue actuellement sur des niveaux historiquement bas. Zoomons cet indicateur particulièrement révélateur du sentiment des investisseurs. Bon, donc, on voit bien que là, ça fait quand même depuis quelques semaines que c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est là où je vois aussi la différence par rapport au précédent cycle, même par rapport à un bear market traditionnel, que j'ai vécu le bear market. Bon, il y a toujours quand même des gros rebonds qui se font, et donc un sentiment de peur qui varie quand même.
Là, on voit que ça fait depuis quelques semaines, même depuis le octobre 2025, qu'on a une peur qui est quand même, je trouve, se prolonge et même s'accentue au fur et à mesure du temps, malgré un Bitcoin qui reste quand même dans les 60 000, 70 000 dollars. Bon, donc ça soulève aussi des questions sur la temporalité, effectivement, sur la durée, je pense, après c'est mon avis, hein, peut-être que je me trompe, mais des cycles bull run et des cycles bear market. On n'est plus du tout sur les mêmes volatilités, sur les mêmes variations dans le temps, dans la temporalité, je dis bien, hein, qu'auparavant. Voilà. Donc c'est là où moi je suis assez étonné de voir quand même que le sentiment de marché a totalement changé par rapport à auparavant. Bref, donc je continue là sur cointribune.com, 19 820 Ethereum retirés des exchanges et baleine mise grosse sur Ethereum. Et donc c'est là où je vous dis, encore une fois, j'ai l'impression que voilà, que ce sont les particuliers, hein, les dindons de la farce, encore une fois, puisque les institutionnels, au final, après hors Ethereum, c'est-à-dire hors ETF, hein, parce que là c'est des Ethereum directs, non pas par des ETF, qui eux, eh ben, continuent de se gaver par X ou Y, façon de manière, et ils continuent d'accumuler du Bitcoin, des Ethereum. Bon, donc les baleines, je rappelle, c'est pas forcément aussi les institutionnels, donc ils passent hors radar, notamment sur les ETF, parce que c'est pas les ETF, mais sur d'autres systèmes en fait analytics ou qui considèrent uniquement les institutionnels, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est les milliardaires, les millionnaires. Qu'est-ce qu'ils font actuellement? Bah, ils misent plus gros encore sur les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin et Ethereum. Et ça, c'est quand même un signal. On a vraiment comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que vous avez les particuliers soumis à l'émotion qui vendent avec un sentiment de peur extrême, comme on peut le voir actuellement, et inversement, c'est le meilleur moment pour les baleines en fait qui ont une vision de temporalité qui est très longue, hein, parce que les baleines, je rappelle, les millionnaires, milliardaires, bon ils ont une stratégie qui est différente du particulier. En plus, dans l'époque à laquelle nous vivons, où la société est une société de surconsommation, où il faut tout que l'on ait court terme, hein, c'est plutôt ça la philosophie, la base aujourd'hui de notre société de consommation. Il faut tout avoir immédiatement avec le crédit, avec bref, même si on n'a pas les moyens, enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, construire des stratégies long terme, c'est pas à la portée de tout le monde au final. Et ça, c'est Warren Buffett qui le dit lui-même. Il dit que c'est ça sa stratégie, donc Warren Buffett, hein, je rappelle, un des plus gros investisseurs et les plus performants au niveau mondial. Il dit que sa stratégie, c'est pas si compliqué que ça, c'est qu'il choisit quelques chevaux de bataille solides, selon lui, selon sa propre analyse, il mise dessus sur le long terme, c'est tout. Et il laisse dormir et il laisse courir. Et ça, sur des dizaines d'années. Et il disait que la difficulté, en fait, par rapport à ça, c'est que le commun des mortels n'est pas capable de viser justement des dizaines d'années, le long terme, tout simplement, parce qu'on est dans une société, et c'est de pire en pire avec le temps, mais avec peut-être les générations qui arrivent et qui sont baignées justement dans la société de consommation, là-dessus. Voilà aussi pourquoi je pense que plus le temps passe et plus on va avoir peut-être, je dis peut-être, hein, voilà, peut-être je peux me tromper, mais justement un différentiel comme ça va être de plus en plus fort et avec des particuliers, des masses en fait, de plus en plus soumises à l'émotion, se font exploser par rapport aux baleines. Parce que c'est justement dans ces périodes comme ça, de chute et même de capitulation massive, si c'est possible, des prix au niveau du sentiment de marché par rapport au prix, tout ça, que c'est l'opportunité, quoi, en fait. Voilà. Donc, à voir en tout cas, mais vous voyez, c'est intéressant ce qui se passe, c'est toujours pareil. En fait, c'est ça, c'est toujours pareil. C'est, c'est vraiment, ça ne change pas. Et je pense que ça ne changera jamais. Au final, cet aspect-là des choses, à part si un miracle que tout le monde devienne, je sais pas, initié à la crypto, quoi. Allez, je continue. Donc là, journalducoin.com, ETF et Bitcoin, le géant bancaire italien Intesa. São Paulo mise 100 millions de dollars sur les fonds Bitcoin. Vous voyez, donc pendant que tout le monde panique, que font les institutionnels, même au niveau des ETF? Et c'est là, c'est pour ça que je vous dis, ce serait très intéressant d'avoir la proportion dans les ETF, au sein même des ETF, eh bien la proportion institutionnelle d'un côté et particulier de l'autre, et de voir aujourd'hui, eh bien, quelles sont les proportions de vente
notamment entre les institutionnels et les particuliers. Et je ne serais pas du tout étonné qu'au sein des ETF, les institutionnels soient en train d'acheter, tandis que les particuliers se seraient en train de vendre. Vraiment, ça ne m'étonnerait pas quand je vois également ce genre de nouvelles. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est du pain béni. Les prix à ce prix-là du Bitcoin, c'est du pain béni pour les institutionnels au final. Je continue, donc là je suis sur journalducoin.com. Bitcoin, le géant financier CME Group, lance le trading crypto 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, je rappelle qu'on peut déjà faire du trading crypto de Bitcoin, notamment actuellement, mais effectivement, c'était limité à la plage horaire traditionnelle, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Bon, voilà, il ferme le week-end et la nuit également. Et donc là, bah, ce qui va changer, c'est que c'est le groupe CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, hein, je rappelle, qui va s'adapter à la DeFi notamment. Donc là, on a l'inverse, c'est la TradFi qui s'adapte à la DeFi et donc qui va également ouvrir le week-end et la nuit. Bon, pour pouvoir trader justement sur le Bitcoin. Donc ça, c'est une première. Donc on voit que, enfin, c'est fou quand même hein, qu'on a un sentiment de marché dans l'extrême peur des prix qui, bon, sont en train de baisser, mais on a un Bitcoin quand même qui a 60 000 dollars, 70 000 dollars. Donc bon, on a l'impression que c'est la fin du monde. Le truc, il y a 5 ans, il était à moins de 10 000 dollars. Ça aussi, je pense que là aussi, mémoire court terme, enfin, c'est fou, quoi. Mais c'est humain, c'est comme ça, voilà. Mais d'où l'importance de toujours dézoomer et surtout de vous projeter sur du moyen long terme. Voilà. Pour pouvoir justement encaisser ces périodes de volatilité court terme. Et c'est vrai que sur le court terme, bah, personne ne peut prédire ce qui va se passer. C'est évident. Donc c'est tellement, et puis c'est le bordel en plus avec le contexte géopolitique, tout ça, bon, on a compris, on va revenir là-dessus. Donc tout ça accumulé fait qu'on a vraiment une dissonance de plus en plus forte entre fondamentaux, institutionnels qui se ruent vers la crypto, le Bitcoin, et de l'autre côté, bah, les particuliers qui capitulent, et qui vendent et qui se font exploser parce qu'en plus c'est souvent des personnes qui ont peut-être acheté au plus haut. Ouais, voilà, et forcément, puisque se fait éclater en tant que débutant, quoi. Ouais, c'est malheureux à dire, mais c'est un peu ça. Donc je continue. Donc là, je suis sur CoinDesk, effectivement, la stratégie de Michael Saylor d'acheter pour 168 millions de dollars de Bitcoin la semaine dernière. Donc ça y est, on est passé à une réserve de 717 131 Bitcoin, donc acquis pour 54,52 milliards de dollars, soit une moyenne de 76 027 dollars par Bitcoin. Bon, donc ça c'était au 17 février 2026. Donc là, Michael Saylor, il est en perte hein, actuellement, donc de plusieurs milliards de dollars, mais ça ne l'empêche pas de continuer toujours à acheter du Bitcoin. Clairement, il n'a pas l'air de trop s'en faire. Donc là aussi, on voit une différence totale entre, entre les institutionnels qui continuent d'acheter comme Michael Saylor et les particuliers qui capitulent, qui vendent le Bitcoin. Bon. Donc vraiment, c'est fou, hein. Mais après, encore une fois, ça ne veut pas dire que le Bitcoin va encore continuer à monter, là, il va remonter, je veux dire, par rapport à la correction, parce que là, on peut se poser la question, hein, est-ce qu'il va continuer vers le bas, est-ce qu'il va aller vers le haut? Donc, le sentiment de marché aujourd'hui, c'est que le Bitcoin va aller à 30 000 dollars. Donc, dans ce cadre-là, après, on ne sait pas. Je dis encore une fois, c'est le court terme. Personne ne peut prédire ce que va faire le Bitcoin sur le court terme. Mais vu que la majorité, le consensus, a la conviction que le Bitcoin va aller vers 30 000 dollars, je ne serais pas étonné qu'il nous fasse l'inverse et qu'il aille vers le haut. Ah. De toute façon, il nous a toujours fait ça, le Bitcoin, il est allé à l'inverse, toujours des pronostics généraux. Donc, à voir. Après, rien n'empêche qu'il chute encore peut-être à 40 000, 35 000 dollars. Ce serait pas déconnant non plus, vu aussi le sentiment de marché et si on a une boule de neige avec des gens qui continuent de vendre. Voilà. Ça aussi, il faut le prendre en compte quand même. Donc, les deux sont possibles. Mais je serais pas étonné que le Bitcoin fasse un gros doigt d'honneur à tout le monde. Il dit, ah ouais, vous voulez que je descende? Ben, je vais monter. Voilà. Et donc, là où c'est vraiment intéressant, c'est cette partie-là. Donc là, vous voyez, je vais vous mettre en grand la vidéo. Donc vous voyez, c'est une vidéo qui montre la répartition tout simplement. Donc vous voyez, c'est un tweet de TFTC, comme vous pouvez voir ici, un graphique de TFTC, qui montre la répartition mondiale au final sur qui détient le Bitcoin. Et donc vous avez depuis, donc là, depuis 2020, vous voyez, janvier 2020, alors, je peux aller juste avant, mais comme ça dure 1 minute 30, je vais aller à l'essentiel. Donc je commence à partir de 2020. Et donc vous avez 69 à cette époque,
69,4% des individus qui détenaient en fait le Bitcoin. Voilà, enfin 69% de tous les Bitcoins plutôt qui étaient détenus par des particuliers, tout simplement. Et vous aviez donc 11,5% perdus, également détenus par Satoshi Nakamoto, et 17,6% qui n'étaient pas encore minés. Donc ça, c'était, je rappelle, en fait, juste avant le précédent cycle de pic du Bitcoin dans les 60 000 dollars, justement. Alors que là, je vous rappelle que là, on est actuellement à des zones de l'ancien pic du cycle 2020-2021. Là, c'est marrant quand même. Et donc, à ça, vous avez également, ce qui est intéressant, vous aviez 1,4% des bitcoins qui est détenus par des gouvernements. C'est-à-dire que là-dedans, vous n'aviez même pas les institutionnels. Il n'y avait rien d'institutionnel. Et donc là où je vais vous montrer la vidéo, c'est intéressant. Vous voyez, je le commente au fur et à mesure. C'est que là, donc tout septembre, toute l'année 2020, on voit qu'on a l'arrivée des institutionnels, notamment avec Tesla. Souvenez-vous, Elon Musk a fait péter le Dogecoin à l'époque. Après, vous avez 2022, 2023, et là, on voit effectivement, regardez, que la proportion ETF institutionnelle augmente considérablement au fur et à mesure du temps, et ça en l'espace de 2 ans, en fait. Regardez. Donc là, en février 2026, donc en seulement, en fait, 2-3 ans, je vais remettre en arrière, comme ça pour bien montrer, on a atteint, regardez, donc plus de 10% des bitcoins qui est détenus à la fois par les gouvernements, les entreprises, les gestionnaires d'actifs et les ETF. Donc, ça va très vite. On parle de 2 ans là quand même. Vous voyez, en 2 ans, ils ont conquis, allez, sur ces trois entités, on est passé à 15% quasiment. Donc ça fait réfléchir quand même. Donc si on se projette sur le long terme, c'est ce que je vous dis. Quand je vous dis qu'on a vraiment un problème et qu'on se fait bananer en fait en tant que particulier, ou bah, en fait on vend nos bitcoins à ces gens-là, bah, c'est littéralement mathématiquement c'est prouvé, puisque la partie individuelle sur le nombre de bitcoins détenus est en train de tomber en chute libre là, sur 2 ans. Bon, ça devrait faire réfléchir quand même. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de vraiment dézoomer et de suivre bah, que fait l'argent, que fait la smart money. Ils accumulent du Bitcoin. Alors peut-être qu'ils accumulent pas là à l'instant T, mais en tout cas sur 2 ans, les 2 dernières années, ils ont fait qu'accumuler et acheter du Bitcoin aux particuliers. Voilà. Et là aussi hyper intéressant. Aussi, je vous montre un tweet de Cointelegraph et actuellement, donc qui est du 18 février donc 2026, qui a 2 jours. Vous voyez, pas vieux eh bien, qui fait une alerte, c'est qu'effectivement, la recherche Google sur le terme le Bitcoin is going to zero, c'est-à-dire est en train d'aller à zéro, est en train d'exploser. Donc, quand je vous dis qu'on a un sentiment de marché dans l'extrême peur et qu'en plus, on a ben, des particuliers, parce que ça, on n'enlèverait pas de la tête que c'est pas les institutionnels qui vont taper sur Google, le Bitcoin va vers zéro. Non, ça, c'est ben, monsieur, madame, tout le monde, hein. Vous et moi. Voilà, moi je m'inclus dans les particuliers, hein, bien évidemment, hein. Cheval de bataille, on essaye, hein. On essaye d'être des guerriers, quoi. Mais donc, bah, à un moment, forcément, les gens, monsieur, madame, tout le monde, se posent la question, bah, ça y est, c'est la peur, c'est la panique et tout, ben, le Bitcoin va aller à zéro. Et donc là, on atteint quand même quelque chose d'assez comique. C'est-à-dire que même en 2022 de bear market, nous n'avions pas eu de telles recherches sur le Bitcoin qui va vers zéro, alors qu'on a un Bitcoin qui est entre 60 000 et 70 000 dollars. Je rappelle, ah, 60 000, 70 000 dollars. C'est fou quand même de voir, je sais pas, psychologiquement, il y a vraiment des choses à étudier là-dessus, enfin, par les scientifiques ou autres, mais on dirait qu'on a effacé le fait qu'il y a 15 ans, le Bitcoin a commencé, on était à quelques centimes le Bitcoin. Donc là, on a 60 000 dollars, on est en train d'avoir une conviction profonde de la part des gens, comme quoi le Bitcoin va s'effondrer à 0 dollar. Voilà, ça c'est la psychologie quand même, c'est incroyable, c'est humain. Bon. Donc c'est normal, hein, entre guillemets, c'est humain, on est comme ça, on est calibré émotionnellement comme ça. Mais du coup, eh ben, qu'est-ce que je pense qui va se passer? Eh ben, il va se passer l'inverse. Je serais pas étonné, puisque justement, vous voyez, on est dans un consensus, mais uniforme, quasiment, c'est incroyable, cet aspect-là. Bon, donc c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Et donc là où je pense on ne voit pas, on n'en parle pas, tu vois, c'est un peu sous radar, et c'est très important pour moi, c'est ça. Donc là, j'ai un article de cryptost.fr.
la Maison-Blanche impose un ultimatum pour faire avancer son projet de législation crypto. Donc je rappelle que cette législation crypto, cet ultimatum, il a été lancé pour le 1er mars 2026, c'est-à-dire là, dans 10 jours. Un peu moins parce qu'on est en février, donc 28, donc en gros 9 jours. Allez. Ce qui se passe, c'est que je rappelle que cette législation, c'est le Clarity Act, donc ça vise à encadrer notamment ce qui est l'aspect de régulation crypto, surtout au niveau des rendements stablecoin. Et donc aujourd'hui, ça se tient un peu dans les pattes aux États-Unis parce que les banques sont réfractaires justement à des rendements sur les stablecoins. Bah, tu m'étonnes, si les banques, si les stablecoins avec les plateformes exchange sont capables de fournir des rendements de type 3-4%, allez, soyons fous. Bon, bah, les banques, avec leur 1 à 2% de rendement, et encore, je suis gentil quand je dis 1 à 2%, parce que nous, en Europe, en France, on a les pompons du feu pompon, hein, avec nos 0,5-1% de rendement sur le livret A. Franchement, bravo, merci. Presque, on devrait les remercier leur jeter des fleurs, hein, tellement sont trop généreux. Bon, mais avec les stablecoins, vous avez compris que si on passe une même à 3%, bon, bah, en gros, vous pouvez mettre les banques, ils peuvent fermer le rideau, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils sont réfractaires, hein, forcément. On va pas rajouter la pierre, c'est un peu leur gagne-pain. On peut les comprendre dans certains sens. Mais du coup, le vrai sujet, c'est quoi? C'est que la Maison-Blanche, à travers ce Clarity Act, il y a d'autres paragraphes. Il n'y a pas que les stablecoins. C'est un ensemble de packages de régulation sur l'ensemble du secteur crypto. Et donc, c'est pour ça que la Maison Blanche veut dire, bon, allez, vous faites chier, là, en gros, les banques, fermez-la, et puis mettez-vous d'accord. Bon, allez, quoi. Parce qu'on n'a pas que ça à faire, en fait. Et donc, là où ça va changer les choses, parce que tôt ou tard, il y aura des accords, et donc le Clarity Act sera passé, et en plus, le gouvernement Trump est plutôt chaud et plutôt d'accord pour le faire passer, d'où l'ultimatum, eh bien, ça va tout simplement donner le feu vert pour des trillions de dollars qui vont se déverser sur le secteur crypto. Vous avez compris que là, en fait, ce qu'on a vu actuellement avec les graphiques que je vous ai passés, notamment le camembert là, sur la proportion de grignotage de la part des institutionnels et gouvernements dans la part détention du Bitcoin, ce n'est rien comparé à ce qui va venir dans les temps qui viennent. Parce que vous avez compris que dès qu'on va avoir une régulation crypto de la part de la Maison Blanche aux États-Unis, bon, bah, vous aurez le feu vert pour des multitudes d'institutionnels qui attendent justement d'avoir un cadre de régulation clair, surtout au niveau des stablecoins en plus et des rendements, pour pouvoir d'ailleurs les exploiter, pour pouvoir d'ailleurs se jeter et injecter de l'argent là-dedans. Voilà. Donc je pense que 2026, alors là on a une dissonance des prix, c'est vrai que le Bitcoin a corrigé, c'est un massa, ok, on est d'accord, ça fait peur, ok, mais si on se projette sur le moyen et long terme, bon, on a compris qu'on est au début de la liquidité là, qui va se déverser sur le marché crypto. Voilà. Et qui dit liquidité dit bah forcément le marché va continuer d'évoluer. Bon. Et plutôt dans le bon sens, notamment au niveau de l'injection de liquidité. Voilà. Donc, pour ça, je pense, après c'est ma conviction personnelle, hein. Encore une fois, peut-être que je me trompe totalement, en toute humilité, hein, clairement. Ma conviction personnelle, c'est que 2026 peut être une très bonne année pour le Bitcoin, la crypto-monnaie. Voilà, après, je vous dis pas que ça va monter to the moon là dans 2 mois, 3 mois. Non, 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 non. Plutôt, ce serait plutôt peut-être pour fin d'année. Bon, je m'engage peut-être un petit peu, mais c'est le temps que la liquidité, en fait, se déverse de nouveau sur le Bitcoin, à condition qu'il n'y ait pas de crise. Et là, bon, vous allez voir, je vous en parlais en fin de vidéo, avec l'actualité économique, à condition qu'il n'y ait pas un cataclysme qui s'abat sur la finance traditionnelle. Ça, bah, on n'est aujourd'hui pas à l'abri, de toute façon, on sent venir le mur quand même. Voilà, donc c'est si tout se passe bien, si on arrive à perfuser le système, entre guillemets encore, ça peut bien se passer pour l'injection de liquidité dans le secteur crypto. Après, il y a d'autres choses qui se jouent, c'est aussi la place du Bitcoin en tant que valeur refuge. En tant que si le système s'effondre, et quand je dis système, ça peut être aussi l'effondrement de la valeur des monnaies fiduciaires, notamment en Europe, eh bien, le Bitcoin va prendre une place tout autre qu'auparavant, c'est qu'il n'y aura pas le choix pour les citoyens que de l'acheter, de le prendre, pour justement, derrière, bah, pouvoir échanger dans la vie de tous les jours, tout en restant dans un cadre pratique numérique.
Donc oui, il y a plein de choses quand même qui se jouent et c'est impossible et personne, aucun analyste ne peut faire des prédictions parce que tout est en train de bouger, on est sur des sables mouvants dans tous les sens là, donc c'est impossible. Vraiment des prédictions spécifiques, précises sur un temps donné quoi. Voilà, il y a trop de facteurs en jeu volatiles. Bon, donc tout va dépendre de ça, mais en tout cas, moi, ce que je vois sur le secteur crypto, c'est qu'on a que sur les fondamentaux des bonnes nouvelles. Même dans un cadre de régulation comme ça, d'ailleurs, on n'entend pas trop parler, c'est ça qui m'étonne, mais alors que c'est hyper important quand même, quand on y pense. Surtout qu'il y a quelques années, enfin, une nouvelle comme ça, il y a 5 ans, le Bitcoin aurait fait un plus 20% à la journée, quoi. C'est là où on voit vraiment, on n'est plus du tout dans le même cadre. Voilà, donc si je devais conclure sur le Bitcoin, ben moi, sur le court terme, je ne sais pas du tout. Voilà, je peux que spéculer, mais j'en sais rien. Moyen, long terme, franchement, je suis hyper confiant parce que justement, les briques s'agencent de plus en plus au niveau des fondamentaux et même le Bitcoin dans le cadre de la crise donc qu'on va vivre, hein, parce que ça, moi je reste convaincu, je suis désolé de le dire comme ça, je suis peut-être l'oiseau de mauvais augure. Certaines personnes m'ont fait la remarque, mais bon, en même temps, quand je vais vous montrer les chiffres de l'actualité économique, c'est un peu compliqué de pas le réaliser, quoi, de pas le voir. Donc le Bitcoin, voilà, peut subir aussi une crise de liquidité de la part justement du système traditionnel, notamment avec les ETF depuis qu'ils sont dedans et tout. Donc si cette liquidité s'effondre, forcément ça va impacter le Bitcoin. Mais derrière, on oublie aussi la place de l'utilité du Bitcoin. En premier lieu, c'est justement si une monnaie fiduciaire s'effondre dans une zone géographique, le Bitcoin, lui, permet justement d'être une roue de secours. Et ça, on oublie un peu trop, je trouve, en ce moment, cette utilité-là. Voilà. Donc, dans un cadre comme dans l'autre, je pense que le Bitcoin vraiment a des beaux jours devant lui. Voilà, c'est ça le fin mot de l'histoire. C'est mon avis. Allez, je continue. Cette fois, je passe à VeChain. Alors, VeChain, je commence avec notamment les chiffres de la semaine, hein, parce qu'on a eu effectivement le récapitulatif, je trouvais sympa. Donc, on a 938 720 smart contracts au total qui ont été déployés sur la blockchain de VeChain. Vous avez 1264 nouveaux contrats qui ont été déployés juste cette semaine, pour vous dire, donc c'est pas mal. Et vous avez plus de 33 000 nouveaux wallets, portefeuilles qui ont été créés cette semaine également. Donc là où c'est intéressant, vous voyez, ça c'est juste les chiffres de la semaine. Donc pour vous résumer, c'est sympa. Mais là où c'est intéressant, c'est ça. Voilà, donc je vais traduire en français, ce sera plus sympa quand même. Et donc, on a l'annonce d'un nouveau partenariat entre Descend, donc l'entreprise Descend et VeChain. Et donc, ils appellent ça un partenariat technique, clairement, avec une utilité réelle de business et une traçabilité, donc une comptabilité de business réelle également. Et donc, là où ça devient chaud, très intéressant, et ça passe sous le radar totalement, parce que de toute façon, c'est trop le bordel aujourd'hui pour que ça passe en fait en avant-première. Donc, là, ça commence l'article, je vais vous en lire quelques passages, hein, ça c'est intéressant quand même, donc je pense, je propose d'être plutôt attentif, hein, parce que vraiment là, on commence à rentrer dans quelque chose de très important pour VeChain, mais même pour la blockchain industrielle en fait, en sens général. Si vous avez vu ma précédente vidéo de la semaine dernière, vous avez compris que VeChain est en train de se placer dans le leader, même le seul en fait, parce que c'est les seuls qui font ça, tout simplement, dans la niche absolue de la révolution industrielle. Parce qu'en plus, si vous savez un peu, si vous connaissez mon histoire, je suis un ancien ingénieur de formation, j'ai travaillé dans l'industrie, dans l'industrie automobile, également dans la défense. Voilà, donc je suis de voir mon LinkedIn et puis vous verrez. Donc c'est pour ça que je connais un peu même très bien tout ce qui est amélioration continue dans l'industrie, la place de la logistique, la traçabilité, la qualité, tout ça. Et donc, quand je vois ça, effectivement, ça soulève en fait des solutions à des problèmes qui sont non réglés depuis l'essor de la révolution industrielle. Voilà, c'est-à-dire que c'est la bête noire des industries, des entreprises, toutes confondues, c'est la logistique et le stock. Le stock. Voilà. Et donc le stock, pourquoi? Parce que c'est très compliqué de faire de la traçabilité. Donc on a des outils, c'est pour ça qu'il y a des ERP, donc des logiciels internes intégrés aux entreprises, pour justement faire la traçabilité des stocks. Ça coûte des centaines de milliers d'euros. Enfin, c'est un truc de fou. Juste pour pouvoir justement, avec une masse d'inertie d'effort incroyable au niveau de l'entreprise,
en fait, pour avoir une traçabilité concrète qui n'est pas forcément au rendez-vous derrière. Voilà, sur le plan numérique. Et là, la blockchain, eh ben, vraiment, ça apporte une solution de fou. Et donc, regardez, c'est ce qui est mis en avant, c'est donc le fonctionnement de votre entreprise est catastrophique. Englué dans des formulaires papier, des tableurs cloisonnés, des systèmes déconnectés, vous naviguez à vue. Donc quand je vous dis qu'on a des logiciels ERP aujourd'hui mis en place par les entreprises, en tout cas les plus grosses, c'est pas pour rien, c'est que justement elles essayent de pallier à tout ça un peu de manière à leur propre sauce, quoi, avec du développement informatique, plein de choses. Et donc qui a fait quoi, quand cela s'est produit, cessez de deviner, commencez à vérifier. Donc ça, c'est l'introduction de l'article, qui est vraiment intéressant. Et donc là, je vais remettre, je sais pas pourquoi ça s'est remis, voilà, on met en français. Et donc, avec la blockchain, en fait, donc, vous voyez, développer des applications concrètes dans la blockchain, c'est pas facile aujourd'hui. Si vous voulez vraiment le mettre en place dans une entreprise, il faut tout faire de A à Z, c'est compliqué. Et donc, Descent, l'entreprise Descent, prouve avec le partenariat avec VeChain que l'application phare de la blockchain n'est pas la finance, mais la transparence, la responsabilité. Donc là, on revient à l'essence même de la technologie blockchain, tout simplement. Et donc, Descent, alors ils appellent Descent, mais en fait, c'est l'entreprise Descent, c'est la traduction qui est un peu catastrophique, mais bref, voilà. Donc, Descent est une plateforme d'entreprise basée sur la blockchain qui révolutionne la gestion des processus au sein des organisations. Donc, inspection de sécurité, audit d'équipement, exploitation des installations, rapport de conformité. Donc, Descent les numérise, les surveille en temps réel et les vérifie grâce à la technologie blockchain. Voilà. Donc, le problème que résout Descent est simple mais crucial. Les formulaires papier se perdent, les tableurs se corrompent, les systèmes déconnectés masquent la réalité du terrain. C'est-à-dire que si vous avez des inspections de sécurité, est-ce que les personnes sont vraiment là? Ça, c'est des vrais problèmes industriels. Est-ce que les équipes sont vraiment en train de bosser? Enfin, il y a plein de choses en fait. Et donc, quand ils simulent leur présence, c'est exactement ça. Et donc, dans les secteurs où la responsabilité est primordiale, santé, industrie, exploitation d'installation, les usines, tout le schéma industriel, les environnements critiques pour la sécurité, même le nucléaire, enfin, imaginons, sont pas théoriques, c'est des vraies questions. Et donc, Descent élimine les incertitudes. Les équipes de terrain utilisent des applications mobiles pour scanner les actifs, valider leur localisation, avec le géorepérage, recueillir des preuves et soumettre des rapports vérifiés. Donc, chaque action est horodatée, géolocalisée et enregistrée sur la blockchain. Et donc, vous avez une preuve d'intervention infalsifiable, des audits donc infalsifiables, transparents, des personnes, vous savez qu'elles ont été présentes, etc. Voilà. Et donc, pourquoi VeChain? Eh ben, vous voyez, c'est ça qui est fou, c'est que VeChain, donc c'est là que la vision de VeChain prend tout son sens. VeChain a été conçu dès le départ pour une utilité concrète et non pour la spéculation. Donc, son architecture favorise l'adoption avec des coûts de transaction prévisibles. Alors, ça, c'est hyper important hein, pour les entreprises, d'avoir quelque chose de prévisible dans le temps au niveau des transactions. Une entreprise, elle préférera toujours payer plus cher, mais avec une visibilité sur les coûts, que de payer moins cher avec un risque de volatilité accrue et pas de visibilité, clairement. Donc ça c'est hyper intéressant hein, pour VeChain. Des frais, une délégation des frais, les utilisateurs n'ont pas à payer ni à comprendre les frais de gaz. Effectivement, ça se voit pas en fait que vous utilisez la blockchain. Et une infrastructure fonctionnant avec une disponibilité 100% depuis 2018. C'est évident, hein, pas besoin de vous expliquer pourquoi. Donc, une fiabilité à toute épreuve, optimale, bon, voilà. Donc, le principe de VeChain, hein, c'est que ça permet justement de mettre en place des actions qui sont vérifiées et enregistrées de manière infalsifiable au niveau industriel, ce qui permet de lever les obstacles opérationnels et de relever les défis concrets. Voilà, tout en optimisant l'efficacité et la valeur. Voilà. Donc, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'il n'existe pas de catégorie préétablie ici. Descent n'est ni le centième protocole DeFi ni le millième marché NFT, il s'agit de l'une des premières tentatives sérieuses d'appliquer la blockchain aux opérations d'entreprise. Voilà pourquoi je pense, moi personnellement, ça fait quand même un moment que je fais des vidéos sur VeChain, je pense que VeChain peut vraiment, à travers, et cet article et ce partenariat le montre très bien, révolutionner à eux seuls. Et de toute façon, c'est les leaders, c'est les seuls, et ils l'ont prouvé parce qu'en plus, c'est les seuls qui vont permettre le schéma d'infrastructure industrielle au niveau européen. Je l'ai montré la semaine dernière, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais là, on a carrément une application concrète de justement quoi ça va servir derrière. Donc là, ça va bombarder, quoi.
Donc pour l'instant, VeChain, ils sont ultra sous-cotés. On a effectivement un sentiment de marché explosé sur le token VeChain, mais je peux vous dire que sur le long terme, bon, c'est évident que VeChain va tirer son épingle du jeu. C'est évident. Donc là, on parle de l'utilité réelle, des fondamentaux. On se rappelle que sur le long terme, 95% des cryptos, et encore je suis gentil, vont disparaître. Les seuls qui vont survivre, c'est celles qui ont véritablement une utilité. Et vous savez que ça, c'est mon créneau de bataille depuis quand même 3 ans, hein. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos. Ouais, 3 ans. Oui, c'est ça. Et ben justement, c'est sur l'utilité en premier lieu d'abord. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous montrer, parce que là, vous voyez, il y a carrément le lien de Descent, donc l'entreprise qui fait le partenariat avec VeChain. Et donc, je suis allé sur leur site pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que c'est intéressant, regardez. Ça, c'est le site de donc decenthands.com. Et donc, voilà à quoi ça ressemble au final. Ils ont un dashboard. Les entreprises, au final, utilisent ce système pour effectivement donc mettre en place, par exemple, vous avez des projets, vous avez des équipes donc de terrain ou autres, peu importe. Vous avez les sites, ça peut être des usines, mais également des entreprises dans les bureaux. Voilà. Et vous avez tout ça qui est mis en fait sur la blockchain. Et vous avez de l'activité au niveau historique, notamment avec la vérification blockchain en direct, en fait. Ça, c'est pile poil, c'est parfait. C'est l'application blockchain à une échelle entreprise industrielle. Voilà. Et vous allez voir que ça, on en est au tout début là. C'est-à-dire que moi, c'est le premier cas concret que je vois justement d'application blockchain utilisée pour l'industrie. Donc ça va se généraliser. Et si BitChain est leader là-dedans, en fait, je pense qu'ils sont déjà leaders là-dedans, parce qu'ils sont les seuls à faire ça. Clairement, ils sont dans l'essence même de VeChain, c'est ce qu'ils font. Bon. Donc, ça a pété, quoi. Voilà, ça a pété parce que vous avez une entreprise qui l'utilise, donc derrière, ils vont faire gonfler l'utilisation, vous avez compris, du VTHO, de VChain, tout ça, et donc vous allez voir que, je pense en tout cas, euh, clairement que dans les années qui viennent, il va falloir être patient par contre, ça c'est sûr, c'est évident, il va falloir être vraiment très patient, parce que ça peut prendre du temps avant qu'on assiste vraiment à une officialisation de VChain dans ce secteur. Voilà, et même au niveau du public. Parce que vous avez compris que le problème de VeChain, du coup, c'est que malgré la puissance de frappe qu'ils ont au niveau industriel, ça reste dans le cadre industriel. Tout le monde s'en fout, hein. On a compris, malgré le banger que c'est au niveau de l'utilité, ça fait pas rêver, ça fait pas hyper les foules, en fait. Voilà, contrairement aux shitcoins, vous avez Shiba Inu, Dogecoin, tout ça, quoi. Bon, donc c'est ça le problème aussi de VeChain dans ce sens-là. Et donc c'est pour ça aussi qu'on voit là aussi, dissonance totale entre tout simplement les prix. Alors tout ce qui est les nouvelles adresses, ça c'est impressionnant, c'est très positif. Quand on voit qu'on a 14 675 000 nouvelles adresses, mais on est dans une perte quand même forte de momentum de nouvelles adresses depuis au moins 2 3 mois. Souvenez-vous, il y a 6 mois, nous étions à 50 000 nouvelles adresses par jour. Là, on a 3505 nouvelles adresses. Alors, c'est positif quand même, ok. Mais dans une perte quand même d'attrait, d'attraction sur la blockchain VeChain, alors qu'ils sont en train de mettre en place des trucs de fou quand même. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Avoir quand même cette dissonance toujours entre fondamentaux et prix. Là, pareil, là, je suis sur la TVL de VeChain, alors c'est une catastrophe, hein. TVL, moi, si on voit une courbe comme ça, et qu'il n'y avait pas les fondamentaux derrière, c'est un truc, ça va fuir, hein, clairement. Que là, vous avez vu la TVL de VeChain en dollars, elle est explosée au sol, clairement, c'est un massacre. Et la TVL, même en nombre de VeChain, hein, ça non indexé au dollar, c'est quand même pas terrible. Il faut être objectif, hein. Donc on voit bien que qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a un sentiment d'abandon des investisseurs qui délaissent le projet et une capitulation, clairement, des investisseurs sur ce projet. C'est évident. Et ça, je pense que VeChain, ils ont fait des problèmes, ils ont eu des problèmes de communication. Voilà, je jette pas la pierre du tout, moi, aux personnes qui abandonnent VeChain, hein, parce que bon, ça a été chaotique quand même. Ils sont passés par la sustainability avec la plateforme VBetterDAO, donc ils ont fait un virage à 360 degrés qu'on n'a rien compris. Moi, le premier, hein, je comprenais pas pourquoi ils ont fait ça. Il n'y a pas de lien avec l'industrie réellement, ça. Donc, bon.
Donc, ils ont fait ça avec son aspect écologique, d'accord, bon, c'est très bien, hein, mais voilà, on se pose encore la question, franchement, aujourd'hui, s'ils n'avaient pas intérêt à mettre le paquet dès le départ sur l'industrie et puis rester là-dessus, quoi. Voilà, parce que là, ils sont en train de remettre en avant tout ça, mais c'est peut-être un peu tard par rapport au cycle, enfin, à ce qui s'est passé l'année dernière. Voilà. Bon, après, que ça aurait changé des choses, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a une déception, voilà. Le terme, c'est une déception des investisseurs sur VeChain avec tout ça. Mais je pense que c'est dommage de laisser tomber le projet maintenant, alors qu'ils sont en train vraiment de rebasculer totalement sur la phase industrielle. C'est ça qui nous intéresse. Bon, voilà pour VeChain. Moi, franchement, quand je vois ça ultra bullish, clairement. Alors après, faut être patient, hein. Encore une fois, là. Ça va pas se faire du jour au lendemain, parce qu'en plus, c'est en lien avec le calendrier, vous savez, du passeport là, des produits voilà, numériques, notamment au sein de toute l'Union européenne. Donc, on va voir ce que ça donne. Après, donc, je continue, je repasse à la RWA financière. Donc là, je suis sur Hondo Finance, hein, donc Wall Street 2.0 est ici. Donc, eux, ils ont carrément le melon, hein, parce qu'ils s'appellent eux-mêmes le Wall Street 2.0. Donc, et effectivement, Hondo est en train d'être le leader de fournisseurs de bons du trésor tokenisés et d'actions boursières tokenisées avec 1,6 milliard de TVL à travers 204 actifs sur Ethereum déjà uniquement. Voilà. Et effectivement, ils font référence, pourquoi ils font référence à Ethereum? Seulement parce qu'il y a un tweet de Token Terminal qui effectivement souligne le fait que le market cap de tout ce qui est les actifs RWA sur Ethereum a surpassé les 15 milliards de dollars, soit une performance de plus de 200% d'une année sur l'autre. Historique ce qui est en train de se passer. Donc on voit que le marché du RWA, que je vous dis, c'est que c'est pour moi le marché même devant l'IA, pour le moment en tout cas, pour le moment, euh, le narratif numéro un mondial en termes d'évolution. Parce que déjà, ça concerne des trillions de dollars, ça concerne l'ensemble de l'économie mondiale déjà. Bon, bah, pas compliqué. Vous avez Wall Street 2.0, c'est pas pour rien que vous appelez ça Wall Street 2.0. C'est l'ensemble de l'économie, de la finance mondiale qui est concernée par cette révolution-là. Et alors que l'IA et les robots, c'est très bien, mais bon, on est sur quelque chose quand même d'un peu moins généralisé. Voilà. Et en plus, on voit que le sentiment, et en plus ça, c'est dans un moment où vous avez une perte de confiance dans la crypto-monnaie. On le voit très bien avec le sentiment de marché qui est dans l'extrême peur pour la crypto. Bon, donc c'est quand même, oui, les fondamentaux, c'est fascinant quand même de voir la dissonance entre prix, sentiments et fondamentaux qui avancent toujours plus vite. Toujours sur Hondo Finance. Donc là, ce serait très intéressant. On a un résumé cette semaine de ce qui s'est passé au niveau d'événements marquants sur le secteur du RWA. Et donc, au niveau de la tokenisation, on a BlackRock qui a offert en fait tout le système de trading au niveau DeFi pour la première fois. Donc ça, c'est quand même pas rien, puisque ça y est, on a le fonds, donc Buidel de BlackRock, qui a fait effectivement un partenariat avec Uniswap. Voilà, donc on a en train d'associer, en train d'assister à un lien entre TradFi BlackRock et DeFi via Uniswap. En tout cas pour le fonds Buidel de BlackRock. Ensuite, on a Ondo, donc, qui a apporté effectivement tout ce qui est les actions tokenisées dans la DeFi. Et donc, quand on voit que là, ce qui se passe, c'est que cette semaine, pour résumer, on a vraiment eu une interopérabilité, un pont entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée à un niveau tokenisation. Donc là, on voit vraiment Wall Street 2.0, quoi. Moi, je dirais même finance 2.0 tout court. Donc Wall Street uniquement, économie 2.0. Voilà. Ensuite, vous avez l'entreprise de LSEG, simplement, qui a mis en place, là aussi, eh bien, un système d'interopérabilité, un pont, si vous voulez, entre les différentes blockchains sur le marché digital. C'est écrit ici, voilà. Après, j'ai pas trop de détails, mais là aussi, on voit interopérabilité des marchés entre finances traditionnelles et décentralisation. Franklin Templeton et le réseau Swift bancaire donc, ont déclaré que le futur des banques était sur la blockchain. Voilà. Justement pour permettre quoi? Pour permettre donc de la liquidité accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et
faire baisser tout ce qui est les coûts de service. Voilà, donc quand je vous dis révolution, bah c'est ça une révolution, c'est une modernisation des systèmes qui existent déjà. Et enfin, Robinhood a lancé sur son testnet, hein, en version test, eh bien un système justement de tokenisation sur le réseau blockchain Arbitrum. Voilà, donc on voit que ça déménage sévère, et ça c'est en une seule semaine. C'est- Bon, ça bouge très vite, ça va très très vite. Et donc là, je suis sur la TVL de Hondo Finance, donc là on a 2,62 milliards de dollars de TVL, et regardez-moi ça, cette courbe de Fada. Alors, il n'y a pas d'autre terme pour exprimer l'évolution de cette courbe. Et donc, on voit qu'on a une petite correction depuis le pic du 29 janvier 2026, où nous étions à 2,7 milliards de dollars de TVL. Ça a un petit peu baissé, mais là, c'est en train de repartir déjà à la hausse. Bon, donc, bon, Hondo Finance très très positif. Je passe maintenant à Chainlink, ultra positif. Alors, c'est fou parce que Chainlink, j'entends mais n'importe quoi en ce moment sur ce projet. Je vois les trucs passer sur Twitter. Franchement, j'hallucine, hein. J'hallucine, quoi. Sous prétexte que le token est en train de chuter. Donc, ça y est, je vois beaucoup de commentaires passer. Le Chainlink, c'est de la daube. Vraiment, c'est n'importe quoi. Enfin, ça fait rêver, quoi. Ça fait rêver. Surtout quand on voit ce genre de nouvelles derrière, où vous avez Chainlink qui annonce un partenariat avec Inter. Enfin, donc Inter, une entreprise juste qui sert 40 millions de clients, hein, je travaille au niveau mondial, et qui va utiliser du coup la technologie CRE, donc c'est-à-dire le Chainlink Runtime Environment de Chainlink, pour justement eh bien, faire le lien avec tout ce qui est vous savez, les data au final tokenisées, et profiter de l'infrastructure d'Oracle de Chainlink. Bon, voilà, donc là, on parle, comme par hasard, des pays comme le Brésil, et notamment même Hong Kong, très concernés justement par la clientèle en fait Inter. Bon, mais Chainlink, c'est de la daube, hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est pas tout. C'est-à-dire que là, on a Chainlink, effectivement, toujours, qui fait référence à un tweet de la DTCC. La DTCC, quand même, c'est une des plus grosses infrastructures mondiales, justement, pour permettre donc de la finance traditionnelle. Voilà. Bon, pour faire court. Et donc, DTCC mettent en avant, là, au 17 février donc 2026, justement les avantages de la blockchain et que le fait que eux, DTCC, l'entreprise DTCC, sont en train justement d'apporter l'interopérabilité maximale au niveau mondial à travers la blockchain, de faire le pont entre blockchain et finance traditionnelle. Donc, ils se voient vraiment comme les leaders là-dedans. Et donc, bah, devinez qui a été choisi pour permettre l'infrastructure au niveau de l'oracle des prix, bah, c'est Chainlink. Voilà. Bon. Donc, c'est marrant quand même. Mais bon, c'est vrai que Chainlink, c'est de la daube, hein. Et donc, rien de moins que ça. Donc là, ça peut paraître moins impressionnant, mais c'est quand même beaucoup plus. Je trouve que ça, cette nouvelle, est beaucoup plus impressionnante que les deux nouvelles précédentes. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Polymarket, alors j'imagine que vous connaissez tous Polymarket, c'est la plateforme donc, de Paris, la plus grosse au monde, qui justement est basée sur la blockchain. Et donc, cette plateforme, je dirais même qu'elle influence désormais, tellement elle est puissante, beaucoup de choses. Et quand vous avez des paris sportifs sur des événements, vous pouvez tout parier. Vous pouvez parier sur la météo, vous pouvez parier sur les nouvelles, la crypto, les prix, le sport, technologie, tout. Il y a tout qui passe sur Polymarket. Et donc, bah, ça peut même influencer les décisions politiques, notamment quand on avait eu le fait qu'il y ait plus de paris, par exemple, en faveur de Trump pour les élections que Biden, par exemple. Et donc, comme par hasard, c'est Trump qui a été élu. Voilà, ce genre de choses. Bon, donc en train même de... Et Polymarket a tellement fait flipper tellement les Occidentaux que c'est banni même en France, c'est banni en Europe. Je sais pas si vous savez. Bon, mais bon, c'est vrai on est en démocratie, hein, c'est clair. Donc, ici, vous voyez que Polymarket, ça y est, a mis en place un partenariat avec Chainlink, justement pour tout ce qui est le système donc de 5 minutes crypto. Donc après, je connais pas, moi je suis pas allé sur Polymarket, de toute façon c'est interdit, donc en France, donc on n'y a pas accès. Après, vous pouvez le faire par des ondes détournées, mais bon, je suis pas là pour ça, je vais pas vous expliquer comment faire, clairement pas. Mais en tout cas, voilà, le principe, c'est que ça y est, les datas en fait sur Polymarket désormais sont sécurisées et en partenariat avec Chainlink, simplement. Mais là, on parle
de, de plusieurs centaines de milliards de dollars qui justement transitent sur la plateforme Polymarket. Oui, donc là, c'est un afflux de liquidité constant, quoi. C'est les paris, c'est comme les paris sportifs, au final. Mais là, c'est les paris généraux. Bon. Et cette plateforme est en train vraiment de s'étendre partout dans le monde, sauf en Europe, bien sûr, c'est interdit. Donc voilà, donc on y est, quoi. On y est. Je continue pour, en tout cas, très bonne nouvelle pour Chainlink. Ensuite, là, je passe à RWA.YZ et je passe à Plume. Alors, il n'y a pas de nouvelles majeures sur le Plume, projet Plume en tant que tel, donc ça, je vous ai pas mis de nouvelles. Juste, je vous mets à jour les données. Alors, je vous rassure, moi aussi, quand j'ai vu ça, je me dis, bon, bah, ça y est, le projet, il est mort, faut lâcher. Mais je vous rassure, après, je me suis renseigné. En fait, c'est le système en tant que tel, enfin, c'est RWA.XYZ, vous voyez là sur le Global Market Overview, qui a revu sa façon d'analyser le nombre de holders, tout ça, et donc c'est pour ça que vous avez une chute libre. Voilà, parce qu'au début, je me disais, mais c'est bizarre quand même, vous avez tout qui est en train de monter, et puis vous avez moins 50% sur le nombre de holders, ça colle pas. Donc en fait, ils ont revisité leur façon, leur méthode de prendre en compte le nombre de holders de RWA et ils ont tout simplement supprimé tout ce qui est l'aspect de represented asset value et ils ont compté réellement que les vrais détenteurs, les vrais holders de RWA, c'est-à-dire qui achètent réellement des actifs notamment, par exemple comme des actions tokenisées, des choses comme ça. Du peer-to-peer en fait. Ouais, ils ont vraiment compté le peer-to-peer d'échanges sur la blockchain d'actifs RWA. Bon. Et tout le reste, tout ce qui était par exemple représentatif à cette value, ils l'ont dégagé. Donc forcément, bah, vous avez une variation, ils ont supprimé une statistique complète. Donc ça fait moins 50% là pour le nombre de holders Global Market Overview. Ici, et pour Plume, bah, les pêcheurs, faut voir, c'est bizarre, hein, 40 000 holders. Mais bon, c'est proportionnel avec justement la méthode de 180 000 holders. Voilà. Mais après, sur le reste, on est plutôt positif, notamment sur les distributed asset value, avec plus 92% sur les 30 derniers jours. En fait, c'est notamment grâce à Nest Alpha Volt ici, comme vous pouvez voir, qui augmente, et le Nest Credit Volt derrière. Bon, donc ça, c'est bon. Après, je passe notamment donc, à la TVL de Plume. Alors là, par contre, la TVL de Plume, c'est un massacre. Donc j'avais déjà fait un mois, comme je vous préviens, que ça sera la TVL. Euh, Ça faisait depuis là. Depuis le 29 décembre 2025, vous avez mis, bon là, ça a chuté. Ça a été en plus un massacre au niveau de la chute. Depuis, en plus, ça continue de chuter. Bon. Donc là, franchement, les amis, le projet Plume, au niveau fondamentaux, ok, il est très intéressant, il est bien. Je vous ai montré les partenariats, les machins. C'est également le premier projet qui a été adoubé par la SEC, donc le gendarme boursier américain, comme agent de liaison, entre guillemets. Mais là, quand je vois une TVL comme ça, c'est vrai que ça sent pas bon quand même, hein. Ça sent pas bon. Ouais, je vous le dis, voilà, après vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais faites attention quand même parce que ça a quand même bien shooté. En plus, je vois le nombre de holders ici, même si, ok, les statistiques ont été mises c'est normal, ça évolue pas trop depuis 2 3 semaines, ou ça fait du plus 0,5%. Bon, voilà, faites attention quand même. Voilà, soyez raisonnable peut-être. Je me permets, hein, je me permets, voilà, pas conseiller financier, c'est sûr. Je vous dis juste, les chiffres quand même sont pas jolis à voir, quoi. À faire. Malgré peut-être des fondamentaux, des partenariats qui sont en train de mettre en place solides, bon, c'est clair, mais l'attrait est pas là. Les investisseurs sont pas au rendez-vous en fait. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Bon, donc du coup, sur ce sera tout pour Plume, le RWA, etc. Je vais passer à XRP rapidement. Vous voyez, quelques nouvelles sympas. Donc notamment avec l'article de cryptost.fr, donc Société Générale Forge lance son stablecoin Euro EURCV sur Ripple, le XRP. Donc le stablecoin EURCV de Société Générale Forge est arrivé sur la blockchain XRP Ledger. Incroyable. Dans quel monde on est là? Donc vous avez une banque filiale d'une banque française, donc Société Générale, qui débarque avec son stablecoin pour concurrencer le Tether, l'USDT. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une guerre qui est en train de se mettre en place, même au sein des continents, sur justement le leadership des stablecoins. Et pour l'euro, franchement, je vous dis, c'est pas trop tôt, quoi.
C'est pas trop tôt parce que 98% du marché actuel des stablecoins sont dans les mains du dollar américain. Ce qui transforme au final les stablecoins comme le USDT et le USDC de Circle également comme des armes au final monétaires, économiques pour le gouvernement américain. Et c'est pour ça aussi que Trump veut mettre le paquet et met un ultimatum pour le Clarity Act, parce que justement, il a besoin de cette régulation pour continuer à mettre en place ses pions et avancer ces stablecoins USDT, enfin USDC, le dollar, justement comme arme de destruction massive monétaire pour renforcer le dollar de son côté, le vrai dollar, et attaquer les BRICS, en fait, parce que nous, l'euro, on est mort, hein. Ils nous ont mis KO déjà avec la guerre Ukraine, tout ça. Bon, on s'est vraiment fait encore une fois entuber. Mais bon, avec la bénédiction de nos dirigeants, donc bon, voilà. Mais là, là, c'est encore une autre guerre qui est en train de se jouer au niveau économique. C'est vraiment le pouvoir au niveau des stablecoins. Et donc, vous avez le URCV maintenant qui sort pour l'Europe. Ça, franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est une bonne nouvelle pour nous. On fait quelque chose de bien. Et vous verrez que vous aurez le rouble et également le yuan, renminbi chinois, qui sortiront également sous version stablecoin. Vous ne serez pas étonné dans les temps qui viennent. Donc, c'est pas cette année, ce sera 2027 ou 2028, mais ça arrivera tôt ou tard parce que le terrain de jeu des stablecoins est devenu beaucoup trop important et intéressant pour les institutions financières mondiales. Voilà. Allez, je continue, donc toujours sur XRP, cointribune.com. Donc, Goldman Sachs parie sur le XRP avec un investissement de 153 millions de dollars. Bon, donc, on voit bien que XRP, Ripple continue d'attirer vraiment des capitaux, notamment au niveau institutionnel, avec des partenariats. Vous avez vu là précédemment, bah, carrément, on a un déploiement d'un stablecoin sur la blockchain du XRP. C'est quand même pas un hasard, quand même. C'est pas anodin. Ils n'ont pas choisi n'importe quelle blockchain. Ils ont choisi vraiment le XRP Ledger, alors que c'est peut-être pas celui, franchement, auquel on aurait pu penser au préalable. On aurait pu penser Ethereum directement ou autre chose. Bon, c'est intéressant quand même ce qui se passe. Donc ça veut dire que Ripple et XRP, quand on voit que c'est des grosses banques, Société Générale, Goldman Sachs, qui associent leur nom de près ou de loin au XRP, donc la blockchain ou XRP, le token en lui-même, avec des investissements dedans, ça veut dire quelque chose quand même. C'est pas rien. Voilà. Donc, Ripple et XRP sont peut-être en train de se considérer et de s'implanter comme de plus en plus une alternative ou alors un partenaire du réseau SWIFT bancaire en termes d'utilité de transactions transfrontalières à moindre coût et avec une efficacité de rapidité bien plus importante que le réseau SWIFT bancaire actuel, hein. C'est évident. Voilà, donc je pense qu'on va assister avec de très bonnes nouvelles aussi sur le XRP dans les mois et les années qui viennent. C'est évident. Je continue avec journalducoin.com. Ethereum, la tokenisation d'actifs du monde réel, explose de 315% en un an. Bon, voilà, pas besoin de faire de dessin. C'est ce qui se passe. Pour ça, je dis, c'est le narratif pour moi numéro un actuellement. C'est la tokenisation des actifs. Je continue, cette fois, je vais passer à quelque chose de totalement différent, hein, mais pour vous dire quand même qu'il est en lien, parce que tout est en lien. Crypto, or, argent, économie, bref. Donc là, sur leséchos.fr, l'administration de Trump doit se réveiller. Le vent de panique sur Blue Owl remet la pression sur le crédit privé. Bon, donc ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que on a un vrai problème actuellement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Cette semaine, il s'est passé qu'on a eu une alerte sur les crédits privés, notamment avec Blue Owl. Et que déjà, le principe de Blue Owl, c'est justement d'être un gestionnaire d'actifs comme BlackRock, mais au contraire de BlackRock qui fait le gestionnaire d'actifs de plein d'actifs, justement, eh bien, Blue Owl, ils sont spécialisés dans le crédit privé, et notamment aux entreprises, par exemple. Donc le principe, c'est quoi? C'est qu'ils sont très aguichants. En plus, un Blue Owl, moi j'ai regardé ce qu'ils offrent, je me dis, mais c'est n'importe quoi, enfin, c'est pas jouable, enfin, ils offrent des rendements hyper élevés. Ah, moi, ça rappelle du Bernard Madoff au final, avec des possibilités de retrait rapides. Donc, putain, franchement, des fois, je me demande, mais c'est quoi ce bordel, hein? Ça, c'est une échelle institutionnelle, je veux dire. Bon, il y a pas Madoff, lui, il est en prison depuis, enfin, bref. Bon, voilà. Mais le principe, c'est ça. C'est-à-dire que pour résumer, c'est que voilà, Blue Owl, et il n'y a pas que, il y a Apollo, il y a plein de gestionnaires d'actifs qui sont spécialisés dans le crédit privé et qui attirent des capitaux en promettant des rendements donc, élevés
et surtout une possibilité court terme même de retrait, de liquidité, tout ça, avec les rendements avec qui vont avec. Bon, et donc ce qui s'est passé, eh ben, c'est que quand, vous avez quelques personnes, voilà, qui jouent le jeu, c'est-à-dire qui retirent sur le court terme et que la majorité laisse leur argent sur le long terme, bah, ça va. Mais le problème, c'est que là, bah, vous avez eu en fait cette semaine beaucoup de demandes de retrait, de liquidité de la part d'investisseurs, et donc ça a mis à mal le marché Blue Owl, ça a mis à mal l'entreprise. Et donc à tel point que l'entreprise Blue Owl a dû vendre en urgence 1,4 milliard de dollars de prêts, donc sur XY, après on ne connaît pas tous les détails, mais avec en plus une garantie, ils ont récupéré 97, non pardon, 99,7% de leurs emprunts, en fait. Bon. Donc, là où ça soulève la question, donc tout va bien, dans ce sens-là, où ça veut dire que bon, bah, ils ont été capables de refournir la liquidité qui avait été empruntée, enfin, qui a été donnée par les investisseurs initialement. Donc, les investisseurs ont récupéré leur mise au final de départ, il n'y a pas de souci. À 99,7% de performance, bon, c'est pas terrible, mais au moins ils ont récupéré leur bille. Par contre, là où c'est inquiétant, et ça soulève des questions, donc c'est ce qui a fait le remous, la polémique cette semaine, c'est que le crédit privé, contrairement notamment à des actions boursières, notamment d'une entreprise comme Tesla, Apple, tout ça, c'est que ces actions-là sont publiques. Donc la valeur des actions, tout le monde les connaît, on les voit à l'instant T, il suffit d'ouvrir son écran et vous avez la valeur des actions boursières de Tesla, Apple, tout ça. Le crédit privé, c'est pas du tout la même chose. C'est justement comme le nom l'indique, c'est privé. Donc c'est-à-dire que là, les 99,7 qui ont été annoncés par Blue Owl, bah, personne n'avait vraiment les moyens de savoir si c'était vraiment réel, quoi. C'est-à-dire que ces actions, c'est uniquement Blue Owl qui a la main dessus et qui a au niveau des valeurs, et donc c'est eux qui disent, bah, ça vaut tant, en fait. Bon, donc c'est hyper opaque, y a rien qui va, clairement, hein, quand c'est comme ça. Et donc, les questions, c'est est-ce qu'il n'y a pas une vraie crise de fond sur le crédit privé, notamment américain? Parce que je rappelle que là où nous, on est bien européens, c'est qu'on n'est pas trop concerné par ça. Alors, pour l'instant, dans le sens où nous, on fonctionne pas du tout comme ça. C'est typique américain, ce genre de choses. Par contre, là où ça peut nous concerner, s'il y a une grosse crise du crédit privé au niveau des États-Unis, c'est qu'on a de nombreuses banques et entreprises en France, ou je dirais dans l'Europe, qui ont des intérêts dans ces gestionnaires d'actifs comme Apollo, Blue Owl et autres. Donc ça peut faire le papillon, vous savez, le papillon il bat des ailes à l'autre bout de la Terre et ça crée un tremblement de terre de l'autre côté, quoi. Bon. Donc, franchement, c'est pas foufou, surtout dans la période, je vous dirais, je vous dirais, on tout irait bien. Bon, c'est pas grave, quoi. Ça, c'est juste un secteur qui est concerné, et puis même ça crache au niveau du crédit privé, on s'en fout, parce que tout le reste va bien. Ça concerne que les investisseurs qui ont été un peu trop gourmands et qui ont été naïfs pour croire des rendements comme ça, un peu à la schéma de Ponzi, quoi. Parce que clairement, c'est ça, hein. Là, on est sur un schéma de Ponzi. Bon, tout est Ponzi dans les finances un peu, mais là, quand même, quand même. Donc, voilà le principe du problème actuellement. Et moi, le vrai problème que je vois, donc c'est pas ça, c'est un secteur de la finance, notamment américaine, qui peut impacter le reste, mais c'est pas le pire. Moi, ce que je rappelle, qui est le pire quand même, et que là on n'en parle pas du tout, c'est ça. Et là, par contre, c'est inquiétant, parce que ça, c'est les vraies banques. Ça, c'est la vraie liquidité, ça. C'est pas les crédits privés, c'est vraiment les vraies liquidités. Et donc, ça, c'est un tweet de Barchart qui le rappelait au 28 janvier 2026 quand même. C'est que les banques américaines sont en train de s'asseoir sur 337 milliards de dollars de pertes non réalisées dans leur portefeuille. Donc, c'est-à-dire que à côté, regardez, la crise de subprime de 2008, c'était rien, c'était une petite gouttelette dans l'océan. Regardez, ça c'était en 2008, ça, crise des subprimes. Là, nous sommes donc en 2026. On m'explique un petit peu comment on va s'en sortir avec ça. Voilà. Voilà le vrai problème qui est un peu caché sous le tapis là en ce moment. Et là, par contre, si ça s'intensifie, ben, ça veut dire que les banques, quand elles vont devoir faire face justement à un bank run, une crise de liquidité comme on a eu en 2023 notamment, c'est le prémisse, hein, eh bien, elles sont forcées de vendre. Et quand elles sont forcées de vendre, ces banques, comme l'a fait Blue Owl, là, elle a vendu, on ne sait pas quoi, hein, d'ailleurs, mais elle a vendu.
elle a récupéré 1,4 milliard pour justement rembourser ses investisseurs. Donc ça s'est bien passé à la fin, mais là, ce ne sera pas le cas pour les banques. Parce que le jour où ça va arriver, de nouveau, on aura un bank run classique sur les vraies banques commerciales américaines, ben, vous avez compris que si elles doivent vendre leurs actifs, bah, il y a déjà 337 milliards de pertes dans les comptes. Donc en gros, faillite des banques américaines. Voilà. Et là, le vrai problème, et c'est pour ça que moi je fais le lien avec notamment le Bitcoin et même l'or et l'argent, je dis aujourd'hui, personnellement, je n'ai plus confiance dans le système bancaire. Alors, système bancaire, là on parle des banques américaines, hein, mais vous avez compris que le système bancaire européen, bon, c'est moins pire, je crois. J'ai pas les chiffres, mais vous avez compris que dans tous les cas, même si on avait le secteur bancaire, et sans doute hein, le plus fort du monde, le meilleur, tout va bien, sans doute, encore une fois. Bah, ce que vous avez vu là, quand on voit la crise de 2008, déjà les impacts que ça avait eu sur nous en Europe, bah, si aujourd'hui on a tout ça là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer pour l'Europe? Bah, voilà, on va se prendre la douche froide là aussi, hein, sur la tronche. Bon. Donc, tout ça fait que c'est pour ça que je considère, notamment même le Bitcoin, moi personnellement, je considère même plus seulement comme une voie, même par exemple, de gagner de l'argent, entre guillemets, mais comme juste une manière de débancariser et d'être un peu sur quelque chose qui est justement hors système bancaire et hors système traditionnel. C'est ça aussi la force du Bitcoin pour moi aujourd'hui. Tout comme l'or et l'argent, c'est un actif de valeur refuge. Voilà. Même si, effectivement, là, en ce moment, bah, il n'a pas du tout la gueule, le Bitcoin, il faut le dire, hein, c'est une valeur refuge. Au contraire, il a la gueule inversée de la valeur refuge, là, actuellement. Mais c'est parce qu'il est volatile. Donc, si on est prêt, c'est pour ça, à encaisser de la temporalité moyen-long terme, bah oui. C'est-à-dire que moi, je le vois même plus, je regarde plus cette temporalité-là. À ma stratégie, si vous voulez. Voilà. Et c'est pareil pour l'or et l'argent, au final. Donc aujourd'hui, on est dans un tel contexte géopolitique et économique qu'au final, ouais, il vaut peut-être plus sécuriser ses fonds. Je ne vous dis pas de le faire, hein, encore une fois, je ne dis pas que j'ai raison, je donne mon avis. Voilà, je vous partage mon sentiment également, mais c'est pas, faut pas que vous preniez au pied de la lettre à le faire absolument. C'est à vous de voir aussi avec votre propre conviction, vos analyses à vous. C'est important, quoi. C'est important parce qu'on n'est pas tous pareils. Simplement, on n'a pas tous la même vision des choses. Et il n'y a pas de science exacte, c'est ça qui est important dans l'économie. Voilà, parce que quand on voit, pour ça qu'il y a plusieurs types d'économies, qu'on voit des économistes qui s'écharpent hein, sur les plateaux télé, bon, voilà, parce qu'ils sont pas tous d'accord même entre eux. Alors, clairement. Mais en tout cas, voilà, moi, ma vision des choses, c'est aujourd'hui, on est vraiment dans un cadre, on a deux doigts de prendre un mur de merde hein, sur la gueule, désolé de le dire comme ça, et que le Bitcoin et l'or, bah, c'est justement une protection contre ce mur de chure qui va nous tomber dessus. Et donc, du coup, là, voilà, c'est pour ça que je repasse transition là, sur l'or et l'argent, qui eux, pour le coup, sont la valeur refuge, hein, c'est sûr à 100%, ils ont été prouvés depuis 5000 ans, donc il n'y a pas de souci. C'est donc là, je suis sur Billion by Post et vous avez le cours de l'or. Donc, du coup, effectivement, on est en augmentation. Vous voyez, cette semaine, on est sur un plus haut historique. Là, aujourd'hui, ce vendredi soir, nous avons atteint les 138 620 euros le kilogramme. Et on voit que là, cette semaine, ça repart à la hausse malgré un creux qu'on a eu, vous voyez, en mercredi à 132. Et donc, si on prend sur le mois, comme ça, on dézoome un peu, eh bien, ah bah oui, j'ai mis à jour là à l'instant, en fait on a 139 000, on a repassé la barre de 139 000. Donc on voit quand même que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas atteint de nouveau les 139 000 euros là, ce vendredi 20 février. La dernière fois qu'on les avait atteints, c'était, souvenez-vous, c'était en fait il y a deux semaines, du coup, le 30, non, il y a 20 jours, pardon. Il y a 20 jours, c'est-à-dire le 30 janvier 2026. Ça fait 3 semaines qu'on n'avait pas atteint de nouveau les 139 000 euros et quelques débrouettes. Bon, donc l'or est en train de repartir à la hausse. Alors après, peut-être que demain ça va baisser, hein, je ne vous le dis pas. Mais c'est vrai que cette semaine, on a eu quand même quelque chose d'intéressant avec notamment le gros pic à 151 000 euros le kilo. On a le dollar qui a été mis à mal par Trump, hein, très court-termiste. Et puis après, on a eu la chute 2 jours après, enfin n'importe quoi, à 120 000 euros le kilo. Bon, ça fait le yo-yo, ça fait du Bitcoin, voilà, ça fait du Bitcoin pour l'or.
Mais là, on voit quand même que ça s'est stabilisé depuis 2-3 semaines et qu'on est en train de repartir à la hausse sur l'or, j'ai bien l'impression. Et donc, pour l'argent, bah, écoutez, je vais mettre à jour également les chiffres pour l'argent, comme ça, ce sera fait. Et là, effectivement, aussi, ça repart à la hausse. Regardez-moi ça. Cette semaine, c'est bien plus flagrant encore que pour l'or, comme vous pouvez voir ici. Donc, au niveau du mois, c'est un peu moins bien par contre que l'or, clairement, puisque regardez, on est plutôt sur une tendance à la baisse depuis un mois, comme vous pouvez le voir ici. Mais quand même, cette semaine, on voit bien qu'on repart largement. Et puis après, je vous rassure, hein, sur 3 mois, regardez, sur 3 mois, l'argent reste largement en positif, puisqu'il a fait une performance record, hein, je vous rappelle, sur un mois, sur 3 mois, et même sur 6 mois, et même sur l'année. Bon, donc j'ai l'impression que là, ça repart quand même à la hausse, et ce serait pas étonnant avec justement toute la géopolitique qui est en train de partir en vrille, hein, faut le dire. Et imaginez si on a un effondrement de l'économie, notamment bancaire et même des monnaies fiat, c'est-à-dire que j'ai pas parlé des monnaies fiduciaires et de l'effondrement de la valeur du dollar, de l'euro, tout ça, bah, vous avez compris que ça va exploser et je pense que le Bitcoin aura aussi sa carte à jouer là-dessus, même si ça reste à prouver quand même. Bon. Donc voilà, les amis, sur ce, bah, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, en tout cas, sur tout ce qui est l'or, l'argent, le Bitcoin, la crypto, c'est surtout la tokenisation d'actifs, hein, je dis bien la tokenisation d'actifs, je reste vraiment ultra positif sur la suite des choses parce que c'est plutôt des boucliers même aujourd'hui contre la dévaluation des monnaies, contre l'effondrement qu'on est en train d'assister en temps réel à notre économie. Sans être l'oiseau de mauvais augure, hein, désolé, mais faut quand même voir les choses en face aujourd'hui, je pense. Et donc voilà. Donc vraiment, je reste positif sur la suite des choses. En tout cas, sur cet aspect-là du Bitcoin et de l'or de l'argent. Et puis sinon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire, mettre un like, à vous abonner. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine, hein, pour une prochaine vidéo. La bise, ciao.